bien, bonsoir à tous. Merlin, celui qui donna l'épée Excalibur au roi Arthur, tout le monde connaît son nom. Grande figure mythique du légendaire européen, Merlin l'Enchanteur, barde, mais plus que ça encore. Depuis le film de Walt Disney jusqu'à Excalibur de John Borman, à travers la quête arthurienne médiévale, autant d'aspects, de figures qui ne se contredisent pas mais qui s'augmentent. Alors qui est-il? Un personnage mythique, perdu dans les brumes des grandes forêts d'Europe, conseillant les princes des royaumes, parlant aux bêtes sauvages et aux esprits autour d'un feu. On peut dire qu'il est le passeur entre le vieux chamanisme européen et le christianisme de la quête du Graal. Ce qu'on voit bien dans Excalibur, entre autres. Les sources historiques, alors d'abord la tradition orale, bien sûr, puis le livre des conquêtes, l'Ebergabala des Gaëls d'Irlande, des textes compilés par des clercs, Moyen-Âge, en langue gaélique. Et en 1132, en pleine quête arthurienne, la Vita Merlini de Geoffroy de Monmouth et la mort d'Arthur, écrite par Robert de Boron autour de l'an 1200. Alors sans oublier la vision plus tardive, celle des romans arthuriens de Chrétien de Troyes, au XIIIe, un peu plus tard. Alors son nom d'abord, Merlin. Alors c'est le nom que tout le monde connaît. Son nom d'origine, en gallois, c'est Merdin, plutôt Merzin, parce que le D en gallois se prononce Z. Alors dans les très anciens récits, il est le chaman visionnaire, le barde qui traverse le temps, un peu comme le Highlander des films, sans vieillir. Il vit dans les profondeurs des forêts, en un temps où les hommes et les bêtes sauvages se comprenaient, ils pouvaient interagir. Alors c'est pas pour rien qu'il est lié au dieu celtique Cernunnos, le dieu au bois de cerf, qui est l'une des plus anciennes divinités du monde celtique, le maître des animaux, comme le Pachupati de l'Inde ancienne. Alors là, à ce moment de l'histoire, on n'est pas dans les temps dits historiques, mais dans l'espace mythologique. Des événements transmis par la tradition orale avant d'être consignés, pour la plupart en langue gaélique et plus tard en latin. Alors ici en France, en vieux français aussi, en France, Merlin ou Merzin nous intéresse parce qu'il est lié à la Bretagne. Et à une forêt particulière de Bretagne qui est Brocéliande, la forêt de Pimpon, qui existe toujours, enfin il reste qu'un morceau de la forêt de Brocéliande. Assez important quand même pour qu'on puisse s'y perdre avec les lieux qui sont toujours là. Alors la charge du mot Merzin, son véritable nom, alors on va plutôt garder le mot Merlin dans l'émission, pour pas décharger le mot de l'origine. Il y a des mots, des noms comme ça, qu'il faut prononcer rarement pour qu'ils conservent toute leur puissance. Donc c'est l'époque où un roi mythique, qu'on appelle Bran, qui veut dire corbeau, règne sur les deux Bretagnes. La Bretagne, la nôtre, et l'île de Bretagne, qu'on appelle Grande-Bretagne, c'était les deux Bretagnes. Alors il y a bien longtemps, à l'époque où ce qu'on a appelé la Gaule n'était pas encore unifiée, importance de l'Irlande des Gaëls et de certains territoires celtiques chez nous, comme la Bretagne, pays des Bretons, et l'Auvergne aussi, territoire des Arvernes. Ça, c'est pour qu'on comprenne mieux. Arvernes, alors les tribus qui habitaient l'Auvergne, ça veut dire ceux qui sont près de l'Aulne, ces arbres qui poussent dans les marécages ou au bord des cours d'eau, avec des feuillages caractéristiques dont les infusions servaient pour les refroidissements, à éloigner la fièvre, avec des vertus curatives. L'Aulne, qui se dit aussi Vergne, ou Verne, de là le mot Arverne, Auvergne, le peuple de l'Aulne. En Grèce, l'Aulne, c'est le symbole de la vie après la mort. Le sujet, c'est pas la Grèce, mais c'est pour voir l'importance et la charge de cet arbre. Chez nous, je faisais partie du bosquet sacré des druides, on le trouvait à l'intérieur. En Bretagne, c'est Gwern, en vieux breton, l'arbre des marais. Alors cet arbre sacré, chez les Arvernes et les Bretons, est important parce qu'il est attaché à un pacte entre deux peuples. Pour les anciens Bretons et les Arvernes, il est l'arbre de l'union avec les Gaëls d'Irlande. Donc les Gaëls d'Irlande sont liés par un pacte fondateur aux Bretons des deux Bretagnes, la nôtre, et puis celle qu'on appelle aujourd'hui la Grande-Bretagne,
Et on verra que Merlin, cette tradition, son histoire se retrouve aussi bien chez nous, en Bretagne, qu'en Grande-Bretagne et qu'en Irlande aussi. Alors à cette époque, à cette lointaine époque bien sûr, une guerre éclate entre les Bretons de l'île, c'est-à-dire de la Grande-Bretagne, et les Saxons. Une guerre impitoyable au cours de laquelle de nombreuses cités sont rasées, incendiées, détruites. C'est le règne de la dynastie mythique des Pendragons, dont le nom signifie tête de dragon, pour bien montrer leur enracinement archi-millénaire dans l'histoire légendaire. Important parce que Uther Pendragon sera le père d'Arthur, dont on connaît les actions dans la fameuse quête du Graal, et sa relation avec Merlin, qui lui sert de conseiller. On est là dans une vision méta-historique du monde européen, quand Uther Pendragon tenait sa cour au pays de Galles, entouré de ses barons nordiques sous les étendards à tête de dragon. Donc, terrible combat dans l'île de Bretagne entre les princes bretons et les Saxons. Merlin est là, avec les princes bretons. Il y a Perdure qui est le héros d'une des plus anciennes formes de la quête du Graal, des plus anciennes, appelée la quête de Perdure. On peut la retrouver dans les textes, c'était traduit en français, où il se réveille un soir dans un château enchanté, et il voit une procession de jeunes vierges portant sur un plateau une tête coupée, tranchée, qui est la première vision, la première image du Graal, encore cette image de tête décapitée qui est le symbole de l'immortalité chez les Celtes. Ça, c'est la quête de Perdure. Perdure est présent avec les princes de Bretagne contre les Saxons, aux côtés de Merlin. Il y a aussi Rodarcus, qui est le roi du pays de Galles, et les autres chefs de guerre bretons qui sont là avec eux. Et comme tous les bardes, Merlin assiste et participe au terrible combat contre les Saxons. Et on dit, je lis, il obtint un torque d'or en signe de sa vaillance. Puis il vit le ciel tomber sur lui, devint fou et s'enfuit dans une forêt. Alors, que s'est-il passé en vérité? Si l'on reprend les premières transcriptions gaéliques, un massacre. La plupart des princes bretons, dont 3 frères d'Uther Pendragon, je lis de nouveau, 3 frères du chef tombèrent et périrent. Merlin, ayant été témoin de cela, abandonna la troupe guerrière en proie au chagrin et à la douleur. Alors Merlin s'enfuit dans la forêt de Calédonia, au sud de l'Écosse, se mit à vivre la vie d'une bête sauvage. Ça, c'est le texte à peine christianisé de Robert de Boron, écrit au XIIe siècle. Merlin voit la fumée noire des incendies, les cadavres des princes bretons, et entend les cris de guerre des Saxons victorieux sur le champ de bataille. Sa douleur est immense, il ne peut rien faire, et ses meilleurs amis sont morts. Certains diront que cette scène l'a rendu fou. Ça, c'est la vision petitement humaine. Tout est perdu pour l'île de Bretagne. Pas tout à fait. Merlin n'est pas un simple conseiller politique lié fraternellement aux princes bretons qui ont été massacrés sous ses yeux. On l'a dit, il n'a pas d'âge. Il connaît les secrets de la nature. Et il est porteur d'une très ancienne mémoire qui remonte, on dit, au temps des rois de l'âge d'or. Alors on l'imagine mal péter un câble sur le champ de bataille comme un novice et devenir fou. Non. Sa douleur pourtant est réelle, celle de voir son pays dévasté et ses meilleurs amis, ses frères, massacrés sous ses yeux. Alors il s'enfonce dans les mystères de la forêt, au sud de l'Écosse, pour reprendre des forces, renouer avec les divinités de son clan, déchiffrer de nouvelles énigmes. Il franchit la ligne qui sépare le monde des hommes de l'autre monde en entrant dans cette forêt. Ça, il sait le faire. Une peau de bête sur les épaules, sa cuirasse constellée de feuillage, il rejoint cet autre monde où les hommes n'entrent pas, ou bien à leur risque et péril. C'est d'une extrême purification dont il a besoin, une ascèse rigoureuse qui lui redonnera la vision, et un jour chassera les Saxons et vengera le massacre des princes bretons. Cette forêt du sud de l'Écosse, ce n'est pas une simple forêt, c'est un espace sacré, un territoire interdit dont il connaît tous les mystères. C'est ici qu'il est décidé de vivre, loin du vacarme du monde, en ermite, au contact avec les bêtes sauvages et les dieux de l'autre côté du monde, avec ses frères les loups, près des sources sacrées,
pendant que les fumées noires flottent toujours là-bas sur les champs de bataille. Oui, là, on est là dans les racines légendaires de la vieille Europe, il y a très longtemps, dans les fondations mythiques, mythologiques. Robert de Boron, d'où sortira Excalibur, l'épée sainte, que Merlin tendra à Arthur pour la reconquête et chasser les Saxons qui ont massacré les princes bretons. Dans ce moment historique, méta-historique de l'histoire. Robert de Boron, au XIIe siècle, dit que dans la forêt, Merlin, qui s'est réfugié, tel qu'on l'a vu, je lis, chante des lamentations sur son dénuement et sur les rigueurs de l'hiver. Il est mal vêtu, il a froid. Alors vu de l'extérieur, on dirait une espèce de chaman dépouillé de tout, couvert de feuillage, parlant aux animaux, subissant les rigueurs du climat. Mais non, c'est aussi sa vie naturelle, il est lié à la nature. Parce que Robert de Boron voit ça, lui, d'un côté un peu plus civilisé, on va dire. Alors on dit qu'un voyageur, errant dans la forêt, reconnaît Merlin. Il est là, sous les frondaisons du bois, près d'une fontaine, les épaules recouvertes d'une peau de loup. Alors on est loin de l'image d'Épinal de Merlin l'Enchanteur dans le dessin animé de Walt Disney, hein. Même du Merlin qui apparaîtra plus tard dans Excalibur, le film de John Barrowman. On l'a dit, il n'a pas d'âge et il peut surgir à n'importe quel moment de l'histoire. Le Merlin qu'il rencontre, Merzin, est plus proche des chamans des vieux clans totémiques. Ce qu'on dit de lui, c'est qu'il est revêtu d'une peau de loup et que son maître en enchantement,
se serait appelé Blaise, B-L-E-I-Z, ce qui en breton veut dire loup. Par la suite, dans le christianisme, il deviendra Saint Blaise, dont la fête tombe le 3 février, un jour après la fête de la Chandeleur, l'ancienne fête celtique, dont on a gardé chez nous la tradition des crêpes, entre autres. Saint Blaise, qu'on montre souvent accompagné d'un loup, dans l'iconographie chrétienne. Les deux traditions se superposent, et ainsi la filiation n'est pas interrompue. Ce voyageur, qui reconnaît Merlin, fonce à bride abattue au pays de Galles et prévient les princes bretons qui ont échappé au massacre. Le roi Rodarcus, c'est la sœur du roi, Gagneda, qui demande qu'on ramène Merlin à la cour. Les anciens récits mêlent à la fois l'histoire et le merveilleux, je lis. La jeune Gagneda, qui est l'épouse du roi Rodarcus, envoie un de ses serviteurs jouer de la cithare pour charmer son frère et le ramener à la cour. Le serviteur découvre Merlin au bord d'une fontaine. Il le charme donc par la musique, et Merlin se laisse conduire à la cour de Rodarcus. Il est accueilli avec bienveillance, mais à la vue de tant de monde, sa folie le reprend, et il s'enfuit à nouveau dans la forêt. Rodarcus le rejoint et le supplie de revenir. Comme Merlin ne veut rien entendre, le roi le fait enchaîner et ramener de force. Alors Merlin accepte de vivre à la cour, auprès du roi, Pays de Galles, à une condition. Il vivra les mois d'été à la cour du roi, en Pays de Galles, et les mois d'hiver dans sa forêt. Alors on l'imagine, habitant une grotte au bord d'une source sacrée ou dans une cabane de branchage. Non, la description qui est donnée est bien différente. Elle rejoint cette idée que Merlin, au profond de sa forêt, dans le sud de l'Écosse, habite un lieu qui n'est pas tout à fait de ce monde. Description: au plus profond du bois, un peu à l'écart, tout près d'une source sacrée, se trouve la maison de Merlin. Elle comporte 70 portes et 70 fenêtres afin de lui permettre l'observation des astres. C'est dans cette maison que Merlin vivra pendant les mois d'hiver. L'été, il s'en ira errer dans les bois en compagnie d'un loup gris. 70 scribes recueilleront les prophéties qu'il fera sur l'avenir de la Bretagne. Parce qu'on verra plus tard ce que sont ces prophéties, qu'on trouve dans les récits du XIIe siècle, mais qui existaient déjà, transmises par la tradition orale. Pendant que les Saxons continuent à guerroyer en Grande-Bretagne, le roi Uther Pendragon, le père d'Arthur, s'est réfugié chez nous, dans la Bretagne armoricaine, avec ses capitaines, dans l'antique forêt de Brocéliande, c'est là son refuge. C'est ici qu'il prépare son retour, au milieu des feux de bivouac, sous les étendards à tête de dragon. Et la nuit, le voyageur perdu dans Brocéliande peut entendre les chants, les tambours, l'invocation aux dieux, à la lueur des flammes, les danses rituelles.
C'est une litanie qui plonge les guerriers dans une sorte de transe hypnotique qui les dépasse et les soulève au-delà d'eux-mêmes, leur communique l'ardeur, la ferveur des dieux. Et on peut même dire, même si la mort est au bout du voyage, qu'ils ne risquent rien, ce qui paraît paradoxal. C'est à Brocéliande, là où Uther Pendragon prépare ses armées pour la reconquête des territoires où les princes bretons en Grande-Bretagne, l'autre Bretagne, il y a les deux Bretagnes, ont été massacrés. Justement, dans l'île de Bretagne, la Grande-Bretagne aujourd'hui, de l'autre côté du bras de mer, il y a un prince breton qui s'appelle Vortigern, qui vient de faire alliance avec les Saxons, un traître. Il essaie de se faire nommer roi, mais les Saxons deviennent de plus en plus exigeants et ils lui demandent qu'il leur donne davantage de terre. Hein. Ils le tiennent. Et Vortigern préparera un piège contre les princes bretons dans la grande plaine de Salisbury. C'est dans ce lieu que 400 chefs bretons seront massacrés par les Saxons avec l'aide du traître. Mais Vortigern, qui a trahi les Bretons et qui a participé à ce massacre, il ne se sent pas en sécurité. Hein. Alors il se réfugie en Pays de Galles, où il décide de se faire construire une tour imprenable à l'emplacement du mont Snowdon. Alors la tour, on commence à la bâtir, et à chaque fois, elle s'effondre. Impossible. Ces bâtisseurs sont là, recommencent, et elle s'effondre. On fait venir les devins, les druides, pour connaître le sortilège qui empêche que la tour soit construite. Ces druides lui disent qu'il faut trouver un homme ou un enfant qui n'ait jamais eu de père, donc né sans père, et mélanger son sang au mortier. Ainsi, les fondations seront solides. Et on dit de Merlin qu'il est né d'une mère humaine et d'un père surnaturel. C'est ce que disent les textes. Donc né sans père physique tel qu'on l'entend. Vortigern, qui a entendu ça, le fait venir, Merlin, de sa forêt. Merlin se présente et aussitôt, il accuse les mages de Vortigern, ces druides, de mensonges. Ce n'est pas ainsi, il dit, qu'on empêchera l'effondrement de cette tour. Et ce qu'il va dire, ce n'est pas seulement les raisons qui empêchent Vortigern de construire sa tour, mais c'est aussi une provocation, l'annonce du jour où le massacre des princes bretons sera vengé. Il révèle à Vortigern, qui est là au milieu de ses druides et ses hommes de guerre, il lui révèle pourquoi cette fameuse tour qu'il veut bâtir, imprenable pour sa sécurité, s'écroule à chaque fois qu'on tente de la bâtir. Voilà ce qu'il dit, recouvert de sa peau de loup, appuyé sur son bâton druidique. À l'emplacement où Vortigern veut construire la forteresse, il y a un étang souterrain, dans les soubassements. Et dans cet étang, il y a 2 dragons qui somnolent, se réveillent, se battent, et à chaque fois font trembler la terre et renversent les fondations de la tour.
Alors Vortigern, surpris, fait creuser la terre. On trouve les dragons, dit la légende. L'un est blanc, il est d'abord vainqueur. L'autre est rouge, et il oblige le dragon blanc à reculer. Vortigern demande à Merlin de s'expliquer sur ce prodige. Merlin se met immédiatement à fondre en larmes, raconte les récits. Il tombe dans une transe prophétique et il parle et dit « Malheur au dragon rouge, car il approche de sa fin. Sa caverne sera entièrement occupée par le dragon blanc, lequel représente les Saxons que tu as fait venir sur cette terre. Quant au dragon rouge, il représente les Bretons, qui seront asservis par le dragon blanc, car les montagnes de Bretagne et les vallées seront aplanies, et les torrents dans les vallées charrieront du sang. Il prédit aussi qu'un sanglier venant d'Armorique, notre Bretagne à nous ici, viendra lutter contre les ennemis des Bretons. Il lui annonce le retour d'Uther Pendragon, réfugié dans la forêt de Brocéliande, la forêt des enchanteurs en Bretagne armoricaine. C'est de Brocéliande, la terre bretonne, que viendra le secours et que seront vengés les princes bretons. Déjà une grande armée se prépare à franchir la mer, à partir des côtes de Bretagne, à traverser.
tous ces chants de la grande mémoire, même revus et corrigés par des groupes d'aujourd'hui. La flamme est toujours là, rien n'a été perdu. Hein. Alors tous les Bretons d'Armorique se rallient au roi Uther Pendragon, le père du futur roi Arthur de la quête du Graal, et font reculer, et les Saxons attaquent les Saxons, les forcent à reculer, franchissent la Manche, bien sûr, et débarquent en Grande-Bretagne, dans l'île de Bretagne, poursuivent le traître Vortigern, qui trouve refuge avec ses hommes dans une autre forteresse plus au nord. Les troupes du grand roi Uther Pendragon mettront le siège, et je lis, Vortigern se réfugie dans cette forteresse à laquelle on met le feu. L'usurpateur périt avec toute sa famille. Puis, vainqueur des Saxons, Uther Pendragon rétablit la paix partout. Ça, c'est un texte du XIe siècle. Uther a besoin de Merlin une fois encore. Il veut faire bâtir un monument à la mémoire des 400 chefs bretons massacrés traîtreusement par les Saxons dans la grande plaine de Salisbury. Il fait chercher Merlin, qui est retourné dans sa forêt. On lui explique le projet grandiose. Alors ce monument, érigé par Merlin, ce sera le site mégalithique de Stonehenge, qu'on voit toujours dans la plaine de Salisbury. Alors la légende raconte que ces pierres sont ramenées d'Irlande, où elles sont appelées pierres des géants, et on sait l'alliance entre les Gaëls d'Irlande et les Bretons des Deux-Bretagnes. Alors ces pierres gigantesques sont ramenées de quelle manière? Alors la légende encore. On dit que Merlin se rendit en Irlande avec une armée, qu'il déplaça les pierres à l'aide de sa magie, avec des sortilèges dont il connaissait les secrets, pour les amener sur les bateaux, cap sur la Grande-Bretagne, cap sur la haute mer, les étendards à tête de dragon flottant très haut à l'avant des navires, pour rendre hommage aux 400 princes bretons tombés à Salisbury. Ashnas Imbatu, Ashnas Brakatuluk, Adburtum Ishi Krimpatul. C'est ainsi que fut bâti Stonehenge dans la grande plaine de Salisbury, un monument commémoratif, on pourrait dire, à cette époque mythique, légendaire, pour rendre hommage aux princes bretons tombés à Salisbury. Alors, le transport de ces pierres énormes, les pouvoirs de Merlin, le grand druide, les pouvoirs liés aux végétaux, aux métamorphoses animales, on dit que les druides ont des pouvoirs sur le règne végétal. En plus, ils se servent des végétaux pour agir sur d'autres éléments. On sait que Merlin, par exemple, on l'a vu, est capable de déplacer par son art des énormes pierres d'Irlande jusqu'à Stonehenge.
C'est avec une roue en if, par exemple, symbole solaire la roue, avec du bois d'if, que le druide, un autre druide, Mogruit, dont le nom contient le mot roue, entre autres, déchaîne les éléments sur ses ennemis dans les récits irlandais, en lançant ses trous de feu, déclenche des événements incroyables, pire qu'une artillerie, on pourrait dire. C'est avec du bois de sorbier qu'un autre druide, dans la tradition, dans le même récit, provoque un feu druidique qui se répand partout, disent les légendes. C'est encore avec une baguette, mais alors du coudrier, faite dans du coudrier, que les sorciers découvrent de l'eau, l'importance du végétal. Et que dire de la baguette magique des fées dont parlent les légendes? C'est exactement la même chose, hein, des enchanteurs, Merlin l'enchanteur. Quant au pommier, dans les traditions, c'est l'arbre du verger merveilleux, de l'immortalité. Et c'est avec une branche de pommier que les fées, dit-on, attiraient les mortels dans cet autre monde, dans l'île des femmes immortelles, là où elles vivaient, en déposant près de la couche du dormeur une branche de fleurs de pommier, signe de leur présence, de leur venue. La personne faisait un rêve incroyable de nostalgie et de puissance, et n'avait qu'une envie, c'est retrouver cette personne vue en rêve qui avait déposé réellement près de sa couche cette branche de fleurs de pommier, tout ce que racontent les légendes sur ces quêtes, qui sont des quêtes surnaturelles, mais il y a la ancienne, la très vieille histoire. Dans la Vita Merlini, texte ancien aussi, Merlin apparaît monté sur un cerf, c'est-à-dire qu'il est là sous forme de cerf. On le voit aussi accompagné d'un loup, hein, c'est-à-dire qu'il est aussi un loup. Être maître des animaux, hein, c'est-à-dire se faire obéir des animaux, également pouvoir revêtir des formes animales. Ça, c'est du chamanisme pur. Hein. La légende d'Odin, par exemple, le montre endormi, et pourtant, au même moment, il devient un oiseau ou une bête sauvage, un poisson ou un dragon. Et il voyage en un clin d'œil dans un très lointain pays où on peut le voir, l'apercevoir physiquement. Ce que dit les Ynglinga sagas dans les vieilles sagas scandinaves. Ces sanctuaires secrets de l'Europe celtique, lorsque les Romains les découvrirent, ils les diabolisèrent. La vision qu'ils en donnent est démoniaque. Ce que dit Lucain, par exemple, quand les Romains décrivent l'un de ces sanctuaires, le bois sacré, où n'entraient que les druides, les chamans comme Merlin, une description qui va dans le sens des troupes d'occupation. Hein. Il fallait diaboliser les cultes de la vieille Europe. Je lis sa description. À l'époque latine, il y avait un bois sacré qui, depuis des temps très lointains, n'avait jamais été profané. Il enfermait dans ses branchages entremêlés un air ténébreux et des ombres glacées que le soleil ne pénétrait jamais. Il n'était pas peuplé par les pans, habitants des campagnes, ni par les sylvains, habitants des forêts, ni par les nymphes. Il n'y avait là que des sanctuaires dédiés à des dieux aux rites barbares. Des autels étaient dressés sur des tertres sinistres. Tous les arbres étaient éclaboussés par le sang humain. Les oiseaux avaient peur d'aller se poser sur ces branches. Les bêtes sauvages évitaient de venir se terrer dans ces retraites. Le vent ne s'abattait pas sur les arbres, ni la foudre jaillissant des sombres nuages. Une eau abondante coulait des noires fontaines. Alors évidemment, les fontaines sont noires, hein, pour les latins, l'eau qui coule des fontaines. Les tristes statues des dieux, hein, tristes statues, on se demande pourquoi, étaient informes et se dressaient sur des troncs coupés. On racontait que des tremblements de terre faisaient mugir le fond des cavernes, que des ifs recourbés se redressaient, que les bois brillaient de la lueur des incendies, alors qu'ils ne brûlaient même pas, que des dragons y rampaient à travers les troncs. Les hommes n'en approchaient pas. Ils ne voulaient pas rendre sur place un culte aux divinités, mais ils préféraient abandonner l'endroit à ces divinités-là. Que Phœbus, alors dieu bien sûr du soleil, vision romaine, fut au milieu de sa course, le soleil, ou qu'une nuit sombre occupa le ciel. Le prêtre lui-même, donc le druide, en redoutait l'accès et craignait de surprendre le maître de cette forêt, Carnunos. Ça, c'est la vision de l'ennemi, de l'envahisseur, face à un mystère qu'il ne comprend pas, revu et corrigé par les auteurs latins.
le sanctuaire des dragons, des hommes-loups et des serpents. Et Merlin, le grand druide des forêts des Deux Bretagnes, dont on retrouve aussi la trace dans les épopées irlandaises. Avant de quitter la Grande-Bretagne, l'île de Bretagne, après la guerre contre les Saxons, pour venir ici, en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, il laisse des prophéties qu'on retrouve dans les premiers textes médiévaux. Alors la plus connue, bien sûr, est celle qui annonce dans les temps futurs pour lui, la venue, je cite, d'une vierge des marches de Lorraine qui sauvera le royaume. Ce sont ces mots. Et là, inévitablement, on pense à Jeanne d'Arc, qui surgira dans l'histoire dans un lointain futur des marches de Lorraine. Des prophéties victorieuses, par exemple, qui annoncent des événements du temps des Deux Bretagnes, dont il n'est resté aucune trace dans l'histoire, mais les textes sont là, je les lis. Béni soit le bouleau de la vallée de Goy, dont les branches retombent l'une sur l'autre. Il sera là quand aura lieu la bataille d'Ardéride, quand les troupeaux beugleront près du gué de Morwick, quand jailliront les lances et les cris, quand des jeunes gens pâles et agiles, vêtus de rouge, viendront au-devant des troupes. À l'homme qui parle de son tombeau, on dit qu'avant 7 années mourra le cheval d'Urdain, l'homme du Nord. J'ai bu du vin dans un brillant anape, avec les chefs de la guerre cruelle. Mon nom est Merdin, fils de Morwin. J'ai bu du vin dans une coupe, avec les chefs de la guerre dévorante. Mordin est mon nom glorieux. Là, comme beaucoup de Celtes, on verra que les Gaulois, ils se glorifient, cette importance qui est donnée, qui fait partie des caractéristiques mythiques de ces personnages. Dans les prophéties, il y a aussi la tristesse du druide, sa désillusion, sans doute après le massacre des princes bretons. À la bataille d'Ardéride, j'ai obtenu un torque d'or. Et maintenant, je suis méprisé par celle qui est blanche comme un cygne. Alors il parle sûrement d'une femme, on ne donne pas de détails. Dans une autre, il s'adresse à son animal familier, à un marcassin, un petit sanglier, c'est à lui qui parle. Ce petit sanglier, ce marcassin qui vit avec lui, au moment où il s'est réfugié dans cette forêt au sud de l'Écosse.
Écoute, petit pourceau. Et j'ai peine à dormir tant les chagrins m'agitent. Pendant 4 et 10 ans, j'ai tant souffert que maintenant mon aspect est lamentable. Qu'importe à Riderque, en fait cette nuit, que j'ai passé la nuit dernière sans dormir, la neige au-dessus du genou et des aiguilles de glace dans les cheveux. Triste sort. Écoute, petit pourceau. La montagne n'est-elle pas verte? Mon manteau est mince. Pour moi, plus de repos. Pâle est mon visage. Gwendit ne vient plus me voir. Mes cheveux sont rares. Mes cheveux sont rares. Mon vêtement n'est pas chaud. Le vallon est mon grenier, mais je n'ai pas de blé. Peu satisfaisante est ma récolte de l'été. Depuis la bataille d'Ardéride, plus rien ne me touche, même si le ciel tombait et la mer débordait. Oui, on voit bien que ça, c'est après la perte de ses frères, ses amis, les princes bretons tués dans cette fameuse bataille contre les Saxons, quand il se réfugie dans sa forêt. Et c'est là où il compose avec son marcassin, où il s'adresse à lui et au sanglier, cette prophétie. Prophétie plus précise aussi, sur la disparition d'un monde, la fin d'un cycle, une sorte d'apocalypse future. Il dit « Les hommes s'enivreront de vin et oublieront le ciel pour la terre. Les astres se détourneront d'eux et brouilleront leur course. Les moissons se dessécheront et l'eau disparaîtra de la terre. » Important ça, parce que la disparition des nappes phréatiques et la raréfaction de l'eau à la surface de la planète pourrait indiquer une prophétie qui colle avec nos temps actuels. Il poursuit « La lumière du soleil sera éclipsée par la lumière argentée de Mercure. Le char de la lune troublera le zodiaque et les Pléiades verseront des larmes. » Les Pléiades, souvent comparées à des fées dans les légendes celtiques. On dit que c'est leur territoire outre-ciel. Le char, oui. Tout cessera bientôt d'accomplir son office. Mais Ariane, alors sont des mots transposés, là aussi de la mythologie gréco-latine, qui ont été mêlés au texte médiéval. Mais Ariane s'enfermera bientôt derrière sa porte close. Le choc du rayon soulèvera les mers, et la poussière des temps anciens ressurgira. Les vents se heurteront, et leur vacarme ira se perdre dans les astres. Et puis il fait référence à Morrigan, la divinité des Gaëls d'Irlande, appelée aussi la reine des batailles. Comme le dit la déesse Morrigan, c'est lui qui parle, « Je ne verrai pas un monde qui me plaira. Été sans fleurs, bétail sans lait, femme sans pudeur, homme sans courage, capture sans roi, arbre sans fruits, mer sans produit. » Ça correspond étrangement, je le dis encore, au temps d'aujourd'hui. Il parle de maintenant dans cette prophétie. Morrigan, Viviane, dont le nom celte est Nimue, et d'autres, les Banshees et les Fées rouges d'Irlande. Merlin a toujours été sensible à ces voix féminines qu'on peut entendre certaines nuits dans les clairières, autour des pierres dolméniques. On dit que ce sera sa perte, justement. Betida en morgon innan solen upprann, innan fåglarna började sjunga. Bergatrollet friade till Fagerungersvän. Hon hade en falskeliger tunga. Hermannelig, tro loven i mig, för det jag bjuder så gärna. I kunden väl svara endast ja eller nej, om i viljen eller ej. Heder vill jag giva det gångare 12 som gå ut i Rosendelunde. Aldrig har det varit någon sadel upp på den, ej heller vätsel ut i munnen. Hermannelig, tro loven i mig, för det
Vi kunden väl svara endast ja eller nej, om ni viljen eller ej. Heder vill jag giva de kvarnarna 12 som står mellan Tillö och Tärnö. Stenarna det är av rödaste guld och hjulen silverbeslagna. Hermannelig, hermannelig, troloven i lik för det jag bjuder så gärna. I kunden väl svara endast ja eller nej, om ni viljen eller ej. Heder vill jag giva ett förgyllande svärd som klingar utav 15 guldringar och strida hur du i strida vill. Stridsplatsen skolen i väl vinna. Hermannelig, hermannelig, troloven i lik för det jag bjuder så gärna. I kunden väl svara endast ja eller nej, om ni viljen eller ej. Heder vill jag giva en skjorta så ny den bästa i lysten att slita. Inte är hon sömmad av nål eller tråd, men virkad av silken det vita. Hermannelig, hermannelig, troloven i lik för det jag bjuder så gärna. I kunden väl svara endast ja eller nej, om ni viljen eller ej. Sådana gåvor jag toge väl emot om du vore en kristelig kvinna. Men nu så är du det värsta bergat troll av näcken så djävulens stämma. Hermannelig, hermannelig, troloven i lik för det jag bjuder så gärna. I kunden väl svara endast ja eller nej, om ni viljen eller ej. Oui, le groupe Germana, groupe de l'identité celtique de la vieille Europe, vers Brocéliande. Alors Merlin quitte la Grande-Bretagne pour l'Armorique, la petite Bretagne chez nous. Il s'en va dans la forêt de Brocéliande, pleine de sangliers, de biches, de cerfs, de daims. C'est ce qu'il dira. La forêt la plus agréable du monde, haute, sonore. Comme il l'avait fait en Grande-Bretagne, il s'installe près d'une source, une fontaine, la fameuse fontaine de Barenton qu'on peut toujours voir. C'est là qu'il va rencontrer Viviane, la fille Viviane, la dame du lac, Nimue, dans son vrai nom celte. Elle l'interroge sur ce qu'il sait faire. Et il répond, par exemple, soulever un château, fut-il entouré de gens qui lui donnassent l'assaut et plein de gens qui le défendissent, ou bien marcher sur un étang sans s'y mouiller le pied, faire courir une rivière où l'on n'en a jamais vu. Très intéressée, Viviane lui promet son amour si Merlin lui explique certains de ses tours, ce que dit le texte. Et à sa demande, il fait apparaître un beau verger, un espace clos, paradisiaque, rempli d'arbres fruitiers. Il l'appellera le repère de la joie. C'est là que Viviane le rejoint.
Il lui apprend certains de ses pouvoirs. Elle prend des pierres et elle en fait, dit-on, des hommes à tête de bouc et des hommes bleus. Fabrique des boissons enivrantes qui donnent des visions. Elle arrive à soulever des objets par la seule force de sa pensée. Fait lever des tempêtes. Le fameux vent druidique. Viviane, la dame du lac, liée aux sources, aux rivières, aux fontaines, qui finira par le trahir. Mais on le verra, ce n'est pas une trahison. C'est d'autre chose qu'il s'agit. La fontaine de Barenton, qu'on peut aller voir aujourd'hui dans la forêt de Brocéliande, en Bretagne, c'est un sanctuaire qui remonte au temps mégalithique. La pierre de dolmen qui surplombe la source, qu'on appelle le dolmen de Merlin aujourd'hui, beaucoup de secrets s'y cachent encore. C'était une clairière dédiée à Bélénos, le dieu gaulois dont le nom veut dire le brillant, symbole du soleil, un dieu solaire. Étrange, hein, une des rares fontaines du paganisme celte qui n'a jamais été christianisée. Alors que la plupart des sources de Bretagne et d'autres coins d'Europe ont été placées sous la protection d'un saint ou d'une sainte, la fontaine de Barenton est restée païenne. Ce qui n'empêchait pas les gens des villages d'y venir en procession, les jours de sécheresse, le clergé en tête, parce qu'elle a un pouvoir, celui de faire tomber la pluie. On dit aussi que son eau guérit de la folie. Et il y a toujours, pas très loin, maintenant encore, un hameau, un petit village, juste à côté, qui s'appelle le hameau de la folle pensée. Alors on dit qu'il suffit de verser de l'eau de la fontaine sur la pierre du dolmen qui sert de perron, pour déclencher des orages parfois terribles. Alors il y a la source et l'arbre, comme dans toutes les traditions et les sanctuaires druidiques ou néolithiques. Cette description de Chrétien de Troyes, l'un des auteurs du cycle du Graal, au XIIIe siècle, un peu plus tard, son récit s'appelle « La Dame de la Fontaine ». Quelques lignes. « Tu apercevras une plaine, une sorte de grande vallée arrosée. Au milieu, tu verras un grand arbre. L'extrémité de ses branches est plus verte que le plus vert des sapins. Sous l'arbre est une fontaine, et sur le bord de la fontaine une dalle de marbre. Et sur la dalle de marbre, un bassin d'argent, attaché à une chaîne d'argent, de façon qu'on ne puisse les séparer. » Alors aujourd'hui, la fontaine de Merlin est toujours là, avec son perron mégalithique. Ce qui a disparu, c'est le bassin d'argent où on pouvait puiser l'eau. Tu peux la puiser avec une gourde, avec ce que tu veux aujourd'hui. L'eau est toujours là, qui bouillonne. Et il y a le pin majestueux qui abrite la source, où Merlin rencontrait Viviane, l'arbre du chamanisme des vieilles tribus celtes. Viviane, la dame du lac. Merlin est tombé fou amoureux de Viviane. Dans la quête arthurienne, c'est-à-dire la continuation chrétienne de la quête du Graal, Merlin est toujours là. On l'a dit, il n'a pas d'âge. Comme Highlander, le héros, il traverse le temps et les différentes périodes de l'histoire. Il est la charnière entre le monde païen finissant et le christianisme médiéval, la filiation. On le voit bien dans le film Excalibur, cette transition justement. Il est à la frontière des deux mondes. C'est Viviane, la dame du lac, qui donnera Excalibur, l'épée sainte, à Merlin, pour qu'il la remette à Arthur, le fils d'Uther Pendragon. Rien n'est interrompu. La transmission de l'épée sainte pour la sauvegarde du royaume. Alors je cite le texte médiéval, qui est imprégné de légendaire et de merveilleux, de ce légendaire et ce merveilleux de cette époque chrétienne des temps médiévaux. Arthur dit « Mais je n'ai pas d'épée ». « Aucune importance, dit Merlin. Il y a ici une épée qui sera la tienne. » Ils arrivèrent à un lac dont l'eau était belle et large. Au milieu de ce lac, Arthur aperçut un bras vêtu d'une étoffe de soie très fine et très blanche. La main qui sortait de la manche tenait une belle épée. « Là, dit Merlin, voici l'épée dont je te parlais. » Ils virent alors une demoiselle qui allait sur le lac. Bon, ça c'est la version plus récente, XIIIe siècle, de Chrétien de Troyes. « Quelle est cette dame ?» demanda Arthur. « C'est la dame du lac, dit Merlin. Dans ce lac est un rocher. Et dans ce rocher,
Il y a un endroit comme il n'y en a pas d'autre sur la terre, ni de plus riche. Bien, dit la demoiselle, prends cette barque et rame toi-même jusqu'à l'épée. Prends-la, ainsi que le fourreau, et je te demanderai un don quand je le jugerai bon. Arthur et Merlin attachèrent leurs chevaux à un arbre et s'en allèrent dans le bateau. Ils arrivèrent près de l'épée que la main tenait. Arthur la saisit par la poignée et la retira. Alors la main et le bras disparurent sous les eaux. Un peu plus tard, Merlin demande à Arthur « Qu'est-ce que tu aimes le mieux, l'épée ou le fourreau ?»« J'aime mieux l'épée, dit Arthur. »« Alors tu n'es pas un sage, dit Merlin, car le fourreau vaut bien 10 épées. Tant que tu porteras le fourreau sur toi, tu ne perdras jamais de sang, si par malheur tu es blessé. » Chrétien de Troyes. C'est ainsi que commence la quête du Graal arthurienne, en pleine civilisation chrétienne. Et Merlin est toujours là, cette fois-ci aux côtés d'Arthur et de ses chevaliers de la table ronde. Depuis les temps immémoriaux, la transmission est ininterrompue, et Merlin, Merzine, surgit au moment clé de l'histoire, pour lancer la quête une nouvelle fois. Cette fois-ci, grâce à Merlin, le grand druide des deux Bretagnes, Arthur brandit Excalibur, l'épée de la reconquête. Du temps de Merlin et du roi Arthur, Brocéliande était un lieu interdit. La clairière de Barenton, que visitent aujourd'hui les celtisans, de nombreux touristes avec leurs papiers gras et leurs canettes de Coca-Cola, était en vérité un lieu interdit. Beaucoup qui ont vu le film Excalibur ou Le Seigneur des Anneaux prennent de l'eau dans la fontaine et puis la répandent sur le perron de Merlin, la pierre d'Olménique. Merde, pas d'orage. Rien se déclenche. Aujourd'hui, Brocéliande est livré aux marchands, aux touristes.
Et une partie de Brocéliande a brûlé de nombreuses années successives. Je me souviens de l'été 2005. Un feu de forêt, comme on avait dit sur TF1, important. Déjà, dans le Val sans retour, où réside la fée Morgane, dans la tradition, l'une des fées rouges, grande magicienne. Le Val sans retour a brûlé. Feu de forêt aussi, bien sûr. Chaque été, il a brûlé. En 76, en 1985, en 90, en 93, en 96, il n'y a pas longtemps encore. Et ces manifestations, hein, avec les invasions touristiques d'un lieu magiquement interdit, les incendies, tout ça prend une autre signification quand on relit les romans arthuriens, ou les vies de Merlin écrites au XIe ou au XIIe siècle. La légende d'Yvain, par exemple, qui montre le caractère sacré et extraordinaire du sanctuaire de Barenton, dans la forêt de Brocéliande, en terre bretonne. Il est dit que, lorsqu'un chevalier s'y rend, il doit tenter l'aventure, aventure au sens noble, c'est-à-dire se soumettre à une épreuve, car il y a un interdit sur ce lieu. Personne ne doit y pénétrer. Alors, quand un intrus survient, il faut qu'il accomplisse l'épreuve grâce à laquelle on saura si son intrusion est valable ou non. On va demander ça à un touriste avec ses bouteilles de coca ou à un visiteur qui vient prendre des photos de Barenton s'il a été soumis à l'épreuve. De là peut-être justement ces manifestations, ces réactions de la nature elle-même, puisque la nature est vivante pour les Celtes. On connaît la fin de Merlin, hein, sa disparition du monde visible plutôt. C'est pas sa fin. Ce qu'on appelle son enserrement. Viviane, la dame du lac, l'enferme dans une prison d'air, une prison de verre dans une autre version, dans la clairière de Barenton, oui, tout près de la fameuse fontaine. Le légendaire européen dit qu'il est en dormition, en retrait pour un temps, comme on le dit pour le roi Arthur, endormi dans le creux d'un chêne, dit la légende, ou Frédéric Barberousse aussi, en exil sur un autre plan de réalité, en attente de retour, lorsque les événements l'exigeront, et que Viviane lui remettra de nouveau Excalibur, l'épée sainte. À quel moment de l'histoire? Et c'est Julius Evola qui répond, des siècles après, « Celui qui aurait reçu l'épée doit attendre pour la saisir, le moment juste ne pouvant être que celui où les forces atteindront leurs limites et où un cycle s'achèvera, le moment où, en face de situations existentielles extrêmes, un instinct désespéré de défense jaillira des profondeurs. Oui, rien d'autre que le retour du soleil selon l'antique loi des cycles. Et pourquoi pas le réveil de Merlin, le grand druide sans âge, qui traverse le temps des hommes depuis des décennies, des millénaires, depuis des temps légendaires, à travers la longue histoire des peuples d'Europe. Et d'où viens-tu d'une allure si fière, ô héros inconnu, masqué par la poussière, tes éperons dorés, tes gants argentés brillent, tu es de blanc armé, mais vêtu de de blanc armé, mais vêtu de guenilles. Je suis le roi des Francs qui revient de croisade. Désormais le vent me donne l'estocade. Désormais le vent écoute ma balade. Le chant du roi des Francs qui revient de croisade. Le chant du roi des Francs qui revient de croisade.
Va sans écuyer, n'as-tu point d'équipage? Ton écupant brisé près d'une arme vaincue. À ton côté blessé d'une large plaie nue. À ton côté blessé d'une large plaie nue. Au pays, je rentre en mes domaines, pleurer les amis, les saluts et ma reine. J'ai vaincu l'ennemi, mais le cœur bien en peine. Je m'en vais au pays, je rentre en mes domaines. Je m'en vais au pays, je rentre en mes domaines. Je suis le roi des Francs qui revient de croisade. Seul désormais le vent me donne l'estocade. Seul désormais le vent écoute ma balade. Le chant du roi des Francs qui revient de croisade. Le chant du roi des Francs qui revient de croisade. Ouais, le groupe Vaevictis. Croisade et reconquête, c'est la même chose sublime qui soulève l'homme et le hisse dans une haute lumière. Nighttime village, hides on my vie. I vend des montagnes qui touchent le ciel, des campagnes ouvertes par les blondes troupeaux. Los conduel et des bonnes villes qui font l'homme vieil. Des fait la bias, vive l'océan, l'eau est tout bon et le fromage. Et des vieux garçons se font des risettes et maillent des poteaux. Hareć, Melvius Paris, Sais Paviladeć, Hajza Majlevi.
Ouais, ça c'est un morceau superbe que j'ai reçu il y a peu de temps d'un groupe ardéchois qui vient en Ardèche tout de suite. Le morceau, alors ardéchois, je ne sais pas si c'est le nom du groupe, et le clan si c'est le nom du morceau ou le contraire. Un morceau identitaire de l'Ardèche aujourd'hui, superbe, vraiment très beau. Une information rapide, j'avais reçu Solidarité Kosovo à l'antenne. Ils organisent une soirée à Lyon samedi prochain. Pour récolter des jouets et du matériel de première nécessité hein, pour le prochain convoi humanitaire qui part pour le Noël orthodoxe dans les enclaves serbes du Kosovo. Si vous voulez vous joindre à leur action, ce sont vraiment des jouets et du matériel de première nécessité nécessaire pour la vie quotidienne dont ils ont besoin, et puis peut-être de l'argent pour l'acheter, mais pour ça vous prenez contact avec eux. Solidarité-Kosovo Kosovo, hein, .org, ça c'est l'adresse. 3 livres que j'ai reçus récemment, et même pour tout dire, à une adresse très précise où je les reçois, c'est-à-dire aujourd'hui, pas encore lu, j'en reparlerai. Un livre aux très bonnes éditions Alexis Farmak, ce sont les éditions de David Matta, Les solistes de Dresde, voilà le livre que je montre à la webcam. Et comment dire, un extrait, la 4e. Hein. Il s'agit d'un périple dans l'espace, la transpolitaine, dans le temps où l'histoire du héros rencontre, jusqu'à s'y confondre, l'histoire tout court et plus particulièrement l'antiquité païenne où évoluent les ménades, où retentissent les cris des faunes. Il s'agit d'une réflexion sur l'art. S'affrontent la tradition et la modernité, les aberrations et les impasses conceptuelles de celle-ci étant, à juste titre, sévèrement dénoncé. Par ailleurs, les solistes de Dresde, traversés de motifs musicaux, passent comme une hantise la figure de Salomé, témoignent une fois encore du style impeccable de David Matta, c'est l'auteur, très bon auteur, et de son romantisme, de son ardente nostalgie. Alexis Farmak, bon éditeur, chez lequel on trouve de Jean Barbulesco, par exemple, Le Sentier perdu, très bon livre de Laurent Chang, Le Constat d'Occident, un livre de Louis-Alexandre et Jean Gallier, Rébellion, l'alternative socialiste révolutionnaire européenne, livre de grande littérature avec une superbe écriture de Luc Olivier d'Algange, L'ombre de Venise, un autre livre de Rodolphe Badinant, Requiem pour la contre-révolution, un livre de Michel Marmin, qui était critique de cinéma, La pêche au brochet en mai 68, un autre de Ludovic Maubreuil, Le cinéma ne se rend pas, très bon slogan. Un grand livre de Jean Barbulesco aussi, encore un autre livre de ce grand auteur, La confirmation boréale. Il y a toute une série de livres dans différentes collections publiées chez eux. Pour les contacter, c'est tout simple, c'est Alexis Farmak, mais Farmak comme pharmacie, PH, QE à la fin, alexifarmak.net. Et ça, c'est Les solistes de Dresde, de David Matta. J'ai aussi ce livre que je voulais, que je n'ai pas encore lu, de Carl Schmitt, La théorie du partisan, qui est paru dans une collection classique. M'intéresse surtout cette partie sur la théorie du partisan, où il analyse toutes les variantes de ce qu'est le partisan. C'est quelques lignes de début pour montrer le commencement où le partisan apparaît dans l'histoire. La situation qui fournit le point de départ de nos réflexions sur le problème du partisan est la guerre de guérilla menée par le peuple espagnol de 1808 à 1813 contre les forces armées d'un envahisseur étranger. C'est la guerre qui vit pour la première fois un peuple d'avant l'ère bourgeoise, industrielle ou conventionnelle, affronter une armée régulière bien organisée, issue des expériences de la Révolution française, une armée moderne. Ce fait ouvrit de nouveaux espaces à la guerre et fit se développer de nouveaux concepts stratégiques. Il fut à l'origine d'une doctrine nouvelle de la guerre et de la politique, donc la guérilla, la théorie du partisan de Carl Schmitt et ce très vieux livre déjà qu'on trouve encore de Tolkien qui est superbe, qui s'appelle Féerie, très grand livre sur la féerie, au sens anglais du mot féerie, de Tolkien. Ce passage très court. Les histoires sur les fées ou les elfes, sur la féerie, royaume ou état dans lequel les fées ont leur être. La féerie comprend maintes autres choses que les elfes et les fées.
les nains, les trolls, les géants et les dragons. Elle englobe les mers, le soleil, la lune, le ciel, et aussi la terre et tout ce qu'elle contient, l'arbre et l'oiseau, l'eau et la pierre, le vin et le pain, et nous-mêmes, hommes mortels, quand nous sommes enchantés. Ce qui rejoint bien sûr le thème Merlin l'Enchanteur et la nécessité de l'enchantement. Je signale aussi mon émission sur une chaîne du web qui s'appelle Europa Radio, sur l'histoire de France, les fondations de l'histoire de France, qu'on trouve aussi sur Dailymotion. Pour ça, vous tapez Jean-Paul Bourg raconte l'histoire de France sur Dailymotion, ou bien dimanche soir sur Europa Radio, donc sur le web. Donc les fondations de l'histoire de France. Et puis un petit coup d'œil à un groupe que j'ai passé il y a pas mal d'années, dans les années 90 ici, que j'avais un petit peu oublié. C'est la Souris Déglinguée, LSD, ce groupe, ce qui fait une tournée en France aujourd'hui, avec son chanteur Luc Taille, qui revendique lui-même pas du tout le statut d'eurasien, ce qu'on pourrait dire qu'il est. Hein. Il a un petit côté identitaire, moi, qui me plaît bien. Ce serait bien de le recevoir un jour à la radio pour parler de son groupe et de ce qu'il représente. Une chanson de la Souris Déglinguée qui montre d'une façon très lucide le Paris d'aujourd'hui. Ok. Première fois que je te parle du cœur et du ventre de cette capitale, que ça soit à Jaurès ou à Stalingrad. Les graffitis en plus on dirait Islamabad. On dit que les Japonais ils ont acheté les halles et toutes les rues autour du palais royal. Mais pour cette invasion on leur pardonne, à condition qu'ils payent en demoiselles nippones. Car c'est Paris, Paris, Paris aujourd'hui. Ok je sais c'est pas un paradis. Car c'est Paris, Paris, Paris aujourd'hui. Y'en a qui payent très cher pour venir vivre ici. Les Noaches sont tout bons dans leur tour en béton. Ils ont fait du 13e leur arrondissement. Ils tiennent des restaurants, ils travaillent comme des bêtes. Comme tous les trafiquants, ils ont l'air plus qu'honnêtes. Il paraît qu'il y a des bordels pleins de putains de chong. Des fumeries d'opium, on se croirait à Hong Kong. Tu descends à Tolbiac et après tu choisis. Rappelle-toi chez les Niacs, le service est gratuit. Car c'est Paris, Paris, Paris aujourd'hui. Ok je sais c'est pas un paradis. Car c'est Paris, Paris, Paris aujourd'hui. Y'en a qui payent très cher pour